Alors moi je vais vous parler du, non pas storytelling, mais storytelling. Alors, pour présenter ce monsieur, lui c'est le méchant. Alors, avant on avait vu le méchant de François, lui c'est mon méchant. Donc moi je suis le gentil. Alors pour situer un peu ce méchant, hier nous étions en train de boire un verre sur une terrasse et puis il me disait qu'il venait de lire le livre Liliane est au lycée d'Homère. Alors, on peut dire que c'est caricatural, mais je vous garantis, Liliane est au lycée d'Homère, ça fait partie des perles de libraire. Il y a bien un client qui est venu demander le livre Liliane est au lycée, un libraire. Donc voilà, on comprend que je ne connais pas ce monsieur, c'est donc une fiction totale. Mais, comme le disait Mark Twain, parfois il faut mentir un peu pour dire la vérité. Parfois seulement. Donc voilà. Donc, pour moi, le storytelling dans la formation, il y a deux cadres d'usage possibles. Dans la conception de la formation ou dans la performance du formateur. Alors, nous allons commencer déjà par la conception de la formation. Alors juste pour ceux que ça intéresse, j'utilise un petit utilitaire sympathique qui s'appelle Prezi et qui, on va dire, dynamise un peu plus qu'un PowerPoint classique. Donc scénariser la conception, notre ami, pour lui, 1, grand 1, grand 2, grand 3, c'est un scénario. On n'est pas d'accord. Je pense que mon collègue non plus n'est pas d'accord non plus. En fait, moi je vais un peu reformuler aussi sous différents aspects ce qu'il a dit auparavant, mais je suis intégralement d'accord avec le découpage qu'il fait. Je vais juste le formuler, puisque moi je ne suis pas du tout dans la BD ni ce type de domaine. Donc effectivement, comment on pourrait on va dire, concevoir la formation, déjà avec une ouverture, une scène d'ouverture avec le désir du protagoniste qui est mis en avant. Il a envie de quelque chose. Si le protagoniste n'a envie de rien, il n'y a pas vraiment d'histoire. Si aussi il est facile pour lui d'obtenir ce qu'il veut, il n'y a pas plus d'histoire non plus, puisque c'est vite fini. On tiendra, dans une BD, on ne tiendra jamais 46 pages. Si c'était aussi facile, le protagoniste, c'est forcément dans une formation le stagiaire. Ce n'est pas le formateur. C'est le stagiaire. Alors, ce désir du stagiaire implique un manque. Forcément, s'il vient dans une formation, c'est qu'il lui manque quelque chose. S'il sait déjà tout, il perd son temps. Ensuite, il faut qu'on trouve un événement qui va déclencher l'action. Le premier événement majeur du récit. La première cause de tout ce qui va suivre et qui met radicalement en cause l'équilibre dans la vie du stagiaire. Dans la vie professionnelle, évidemment. Puisqu'on est dans un cadre de formation. Alors, cet événement déclencheur, ça esquisse déjà une scène auquel le stagiaire sait qu'il aura droit. Si on prend une analogie de cinéma, on pourrait dire si on prend Les Dents de la Mer, c'est le policier qui découvre des restes humains sur une plage, dévorés par un requin. Nous, en tant que spectateurs, on s'attend qu'à un moment donné, dans l'histoire, il y ait une confrontation entre ce requin et cette personne-là. Donc là aussi, dans la conception de la formation, on peut prévoir ce genre d'événements. Ensuite, on est aussi dans la montée en puissance de l'action, avec des complications progressives. Là, on voit, on va dire, une montée stable, on va dire, linéaire, plus ou moins, mais évidemment, pour maintenir un stagiaire en haleine, on va faire en sorte qu'il y ait des obstacles et que tout ne soit pas aussi clair que ça en a l'air. Et donc le protagoniste, on va lui faire mettre en œuvre un plan qui va être destiné à lui faire accomplir ou atteindre son désir. Mais on s'arrangera pour qu'il y ait toujours un écart entre ce qu'il veut et ce qu'il a à chaque moment de l'histoire. Parce que c'est comme cela qu'on va pouvoir tenir en haleine un public, qu'il soit stagiaire ou autre. Alors on va aussi avoir des tournants, des basculements, de l'inattendu, de la surprise, pour que la curiosité augmente, pour que aussi celui qui reçoit la communication, la formation, puisse avoir de nouveaux insights, de nouvelles perceptions, de nouvelles idées, et il puisse prendre une nouvelle direction également.
avec des séries de révélations qui sont faites, mais qui ne sont pas définitives, puisqu'il faut toujours qu'il y ait un écart entre ce qu'il souhaite et ce qu'il a à chaque moment. Alors aussi, à certains moments, on peut tout à fait se mettre en posture d'être dans une impasse, comme si on était dans une impasse, mais dont on a quand même une solution pour sortir de cette impasse, même si on a la sensation que la fin est proche. La fin, du moins, de l'histoire que l'on raconte, la fin de l'acquisition de compétences que l'on souhaite. Mais ce qui marche le mieux, c'est quand on a l'impression que ça y est, on a compris, on sait comment ça va se terminer, et bien, c'est pas ça. C'est quelque chose de complètement différent. Et parfois, on a encore un deuxième renversement qui fait que, ah, cette fois j'ai compris, eh ben non, toujours pas. On a encore quelque chose qui vient remettre tout en cause. Donc c'est une série de révélations, tout ça, ce sont des révélations, mais qui ne sont pas linéaires, parce que la linéarité ne marche pas vraiment bien, notamment dans le domaine narratif, et je pense que dans le domaine de la formation, si on est dans la linéarité, on va être très vite ennuyant pour un public. Donc il faut des obstacles volontaires et des éléments peut-être aussi subjectifs, des impressions qui sont introduites et qui ouvrent le débat, ouvrent le dialogue, ouvrent un espace d'échange, des flashbacks aussi qui marchent très bien aussi, qui permettent de comprendre et de réduire un peu l'écart entre ce que le stagiaire souhaite et ce qu'il obtient à chaque moment. Parce qu'évidemment, s'il a l'impression que l'écart ne se resserre jamais, il va se dire bah, je me suis trompé de formation, je ne suis pas assez avancé pour la suivre. Donc ensuite, on a ce qu'on appelle le climax, qui est en fait le point culminant, qui est, on va dire, une espèce de renversement majeur, et il n'y a pas de retour en arrière possible. C'est-à-dire, si on prend l'exemple de la BD, si l'auteur fait mourir un personnage, il est difficile, la scène suivante, de le faire revivre, sauf si c'est un univers qui le permet. Mais en temps normal, ce n'est pas véritablement possible. Et ensuite, on a une amorce de résolution. Tout ce qui vient après ce point culminant est une descente vers la conclusion. Tous les éléments de l'histoire s'assemblent alors à ce moment-là. On va dire, c'est pas pouf, le soufflet qui retombe, c'est tous les éléments qui s'assemblent et la compréhension et l'assemblage et le réseau de connaissances qui ont pu naître au fil de la formation s'assemblent et on arrive vers cette conclusion que le stagiaire dit tiens, ça y est, maintenant je connecte, je maîtrise, je vois un peu tout cela. Et c'est donc un nouvel équilibre qui se crée chez cette personne où chez qui au départ on avait volontairement créé un déséquilibre entre ce qu'il souhaite, ce qu'il sait et ce qu'il pourrait avoir, ce qu'il pourrait obtenir. Là, on va dire, un nouvel équilibre s'établit. Alors pour certains, ça pourrait être en bien, pour d'autres en mal. Dans une formation, c'est plutôt nécessaire que ce soit en bien. Et tout revient à la normale, sauf que le stagiaire, le protagoniste, n'est plus la même personne. Il a été transformé, il y a eu un processus de transformation au cours de cela. Et comme le disait notre ami pour la BD, ce n'est pas une fin finale, puisque son objectif lui aussi est de donner envie d'avoir le prochain épisode, le prochain album. Donc, effectivement, c'est juste la solution d'un épisode. Et pour le stagiaire, l'idée est de lui donner envie d'aller plus loin par la suite dans l'acquisition de compétences. Alors moi aussi, je vais parler des personnages un peu différemment sans doute. Donc les personnages, il en faut au moins deux. On a vu un protagoniste et un méchant, mais l'adversaire, le méchant, je suis totalement d'accord avec mon collègue que ce n'est pas forcément une personne. Et dans le domaine de la formation, il vaut d'ailleurs mieux que ce ne soit pas une personne, parce que sinon on est vite dans la caricature et dans la discussion stérile sur des conflits de personnes. On va avoir un contexte qui peut être un adversaire, le poids des habitudes, qui peut être aussi un adversaire, des contraintes imposées par l'environnement professionnel, tout cela peut constituer l'adversaire. Mais il y a aussi d'autres personnages possibles, un mentor, qui pour moi ne doit pas être le formateur, mais une référence qui a un sens pour le stagiaire, quelqu'un on va dire, une supra-autorité, une vraie personne,
qui fasse autorité, qui fasse sens auprès du stagiaire. Par contre, le formateur, lui, aura plus un rôle de gardien de la forteresse, si on peut parler en ces termes-là, qui est un gardien du temple d'un nouveau savoir, qui devient un allié pour le protagoniste, puisqu'il l'initie, il le fait entrer dans cette forteresse qui lui était jusque-là inaccessible. On peut aussi avoir comme personnage, dans le cadre d'une conception du scénario de formation, un Jacouille la fripouille, pour ceux qui connaissent les visiteurs. Voilà. Donc c'est un personnage comique, mais qui a un intérêt, c'est qu'il fait remettre les pieds sur terre au protagoniste. Et si vous pensez à Jacouille la fripouille, c'est un peu son rôle. À la fois, il fait l'effet de bouffon, de quelqu'un qui est comique, un peu ridicule, mais en même temps, il permet au protagoniste de garder toujours un peu les pieds sur terre. Donc voilà, on peut cerner ces personnages. C'est bien sûr pas exhaustif, mais c'est une famille de personnages qui est tout à fait, qui se justifie tout à fait. Alors, il y a autre chose qui est véritablement important dans un scénario, dans une histoire, dans du storytelling, c'est du conflit. Sans conflit, il n'y a pas d'histoire. Le conflit, c'est un antagonisme, ça peut être un risque, un écart entre ce qui est et pourrait être, entre des attentes et un résultat. C'est pas forcément un conflit, c'est surtout pas souhaitable que ce soit un conflit entre les stagiaires, évidemment. Mais c'est le ressort de l'histoire, le conflit. Alors ça peut être un conflit externe, avec un combat avec des forces extérieures, ou un conflit complètement interne, un combat avec soi. Tout dépend aussi de chaque configuration de stagiaire, comment il le percevra. Donc l'idée est là, alors, de conflit interne, de prendre une décision, de surmonter quelque chose de pénible, de gagner en sérénité aussi. Alors, voilà notre personnage de méchant qui revient, et effectivement, après 10 slides, on ne sait toujours pas combien ça coûte, cette affaire-là d'histoire. En fait, c'est quelque chose qui n'a rien d'extraordinaire en termes de coût, c'est de la conception, c'est à la portée de chacun, le storytelling, c'est une compétence que nous avons tous, chacun en nous. Nous sommes nés comme cela, nous aimons les histoires naturellement. Alors évidemment, dans le monde professionnel, on nous a habitués pendant longtemps à raisonner en termes rationnels uniquement. Pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas forcément une bonne chose. On peut mixer les deux et on a quelque chose de beaucoup plus riche. Et surtout qu'effectivement, le storytelling, c'est faire du neuf avec du vieux, parce qu'on a en France une énorme tradition de storytelling. Les fables de La Fontaine, c'est extrêmement formateur. C'est de la fiction, mais extrêmement formatrice. Et pour moi aussi, le premier storyteller français, ça a été l'abbé Pierre, qui nous a raconté une superbe histoire à l'hiver 54, qui a permis à son mouvement de naître et de grandir, alors qu'un mois auparavant, il n'avait même pas réussi à rassembler suffisamment de personnes pour créer une simple association. C'est quelque chose qui est loin d'être récent. Le terme storytelling est loin d'être réservé aux Américains, aux Anglo-Saxons. C'est juste que faire aussi compact en la langue française ne le permet pas tellement. Alors on utilise le mot storytelling. Alors, du neuf avec du vieux, bien sûr, mais bon, alors là, notre ami, lui, de toute façon, si c'est pas sur iPhone, il n'en veut pas, il n'y a qu'iPhone qui compte. Mais, quel que soit le support, pour moi, le storytelling, c'est le même, c'est du rationnel, plus de l'émotionnel. Alors, quand on lit parfois certains usages ou certains écrits, notamment journalistiques, dans le domaine politique en particulier, on dit oh, on veut jouer avec nos émotions, on nous raconte des salades. Pour moi, un storytelling, c'est forcément des faits, plus de l'émotion. Des faits pour convaincre et de l'émotion pour faire agir. C'est comme ça que ça fonctionne. Et on agit alors sur
sur les deux parties du cerveau qui sont tout à fait réceptives à ces deux processus. Alors, un exemple, est-ce que vous vous souvenez de votre premier baiser? Alors lui, c'est bien simple, non, je ne se souvient pas. Mais le premier baiser, c'était quelque chose de personnel, d'émotionnel, c'est un souvenir personnel, émotionnel, c'est pas quelque chose de logique, d'intellectuel. On va dire, on est réceptif aussi à ces aspects émotionnels, personnels, ce sont les souvenirs qui restent les plus vivaces. Et c'est ce que je voulais vous faire comprendre par rapport à l'intérêt de l'aspect émotionnel aussi dans la formation. C'est aussi comme ça, on se souvient de ce qu'on a fait, de bien et de pas bien, donc il y a aussi un aspect de réflexion, mais c'est avant tout personnel et émotionnel. Donc la moralité, c'est aussi que ce genre de présentation n'est pas forcément intéressante en termes d'information, sauf quand on a un support de BD, de dessin pour accompagner. Moi, j'ai pas cette chance-là, mais je sais pas faire. Donc, on oublie le PowerPoint, du moins tout ce qui est PowerPoint classique, parce que c'est pas l'outil PowerPoint qui est en cause dans la plupart des usages que l'on en fait. C'est notre utilisation de PowerPoint et la facilité à laquelle on se laisse tenter d'utiliser les modèles fournis par Microsoft, alors qu'on peut tout à fait s'en affranchir assez facilement. Donc on a vu un peu cet aspect-là, voilà, il revient en place. Mais effectivement, oui, lui c'est un adepte des PowerPoint classiques qui ne sont pas très power, justement, qui ne sont pas très puissants. Mais il le sait, donc il se rend compte, peut-être qu'il est en train de progresser en fait au fil de cette présentation, peut-être qu'il est en train de comprendre des choses. Donc ça tombe bien parce qu'on va voir en fait le deuxième usage. On avait vu au début, on a présenté deux usages, la conception de la formation et la performance du formateur. Voilà, donc lui, il a plein d'anecdotes à pouvoir raconter. Sauf que les anecdotes, ce n'est pas forcément ce qui est le plus utile pour un stagiaire. Parce que les anecdotes, c'est juste des illustrations. On ne va pas pouvoir aller bien loin avec juste des illustrations. Ça peut être intéressant d'illustrer des propos par un exemple. Mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus utile. Donc raconter des histoires, pour moi, c'est peut-être le moins intéressant avec ce storytelling utilisé dans le cadre de la performance oratoire. Et là, notre ami le méchant, il commence peut-être à se poser des questions, à se dire, tiens, ça commence peut-être à m'intéresser, cette affaire-là. En fait, ce que je voudrais dire, c'est par rapport à l'utilisation du storytelling dans la performance oratoire, je voudrais vous raconter une petite histoire liée à la formation. On va dire, c'est un formateur, un coach même, on va dire. C'est un coach, pourquoi pas un coach, qui a donc un étudiant, disciple, ou peu importe comment on l'appelle, stagiaire, et lui demande de lui amener de l'eau. Et le stagiaire lui amène une cruche remplie d'eau. Et donc le coach lui dit, pourquoi m'as-tu amené une cruche? J'ai juste demandé de l'eau. Et en fait, l'intérêt, c'est pourquoi raconter des histoires, c'est que parfois, pour transmettre un message, on a besoin d'un contenant. Un contenant qui puisse la véhiculer. C'est certes, et pour cela, on peut passer par une phase dans laquelle on fait émerger des histoires. Il est beaucoup plus intéressant, dans le cadre d'un processus de formation, d'obtenir un contenant narratif dans lequel on a des histoires qui vont émerger de la part du groupe, plutôt que de lui raconter soi-même une histoire, une illustration. Là, on ouvre alors un espace de dialogue, un espace d'échange, des opportunités de connexion et de co-création d'une histoire, ou d'histoire au pluriel. Donc c'est partager, connecter,
c'est beaucoup plus intéressant dans le cadre d'utilisation du storytelling en tant que performance oratoire, non pas pour raconter, mais effectivement pour faire émerger, pour connecter et partager. Co-créer, ce que je disais, avec toujours la nécessité de laisser des écarts, ce qu'on appelle des gaps nécessaires entre ce qu'il est en droit d'attendre, ce qu'il attend et ce qu'on lui propose. Les gaps sont vraiment hyper intéressants parce que c'est l'antithèse des histoires fermées. Une histoire fermée, on ne peut pas s'y agripper. On ne peut pas l'amener à soi, on ne peut pas l'intégrer ni la connecter à sa propre histoire. La recréer pour qu'elle devienne notre propre histoire. Il faut pour cela des éléments un peu de fragilité. Pour moi, le formateur doit renoncer à être celui qui est dans sa tour d'ivoire, qui sait tout. Il doit intégrer des éléments de fragilité. Les gaps doivent être comblés par le stagiaire. Pour moi, en termes narratifs, c'est comme ça que ça fonctionne le mieux. L'idée n'est pas non plus de faire passer le formateur pour quelqu'un d'incompétent. Évidemment, il y a une gestion à faire, mais c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Avec donc moins de détails que ce qu'on a tendance à faire dans une explication traditionnelle, dans une démarche de formation traditionnelle. L'idée, on peut tout à fait gérer ces gaps en limitant la quantité de détails que l'on met dans son intervention, dans ce que l'on explique. Si tout est construit, il ne reste plus rien au stagiaire, il ne peut pas manipuler ce matériau qu'on lui fournit. Alors ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de lui fournir un tremplin pour lui permettre de rendre l'histoire pertinente en incorporant lui-même des détails qui lui sont propres à son univers et qui ont du sens pour lui. L'histoire racontée en déclenche donc une autre qui est très personnelle et qui est donc très efficace. Par contre, effectivement, si on a de bons exemples, de bonnes illustrations, on peut quand même en raconter. C'est quand même autorisé, c'est quand même bien permis. Pour établir un contexte, on peut raconter une histoire pour établir un contexte, pour avoir un contexte partagé. On peut partager la connaissance. Là, notre ami ne trouve plus rien à dire parce qu'il se dit que finalement, des connaissances plus tacites qu'explicites, parce que les connaissances explicites, on n'a pas forcément besoin de raconter une histoire, c'est quelque chose de normé que l'on a déjà en stock. Les connaissances tacites sont beaucoup plus intéressantes. Et je vais vous raconter une histoire vraie, là, cette fois aussi. C'est, saviez-vous que la NASA avait et a toujours oublié comment on fait pour aller sur la Lune? Pourquoi? Parce que les ingénieurs qui ont conduit le projet, qui est arrivé à son terme, sont partis bien sûr tous depuis à la retraite, et il ne reste que les manuels, les procédures qui étaient prévues. Sauf que à la NASA, ils savent très bien que ce qui est dans les manuels, c'est bien, mais ce qui s'est passé lors de la mission, à certains moments, ce qui est écrit dans le manuel ne fonctionnait pas. Donc il a fallu que les ingénieurs improvisent et trouvent une idée pour contourner l'obstacle de la procédure qui ne marchait pas. Mais ce savoir-là, tacite, personne n'avait songé à le capter avant que ces gens partent à la retraite et s'éparpillent dans la nature. Aujourd'hui, la NASA a construit un processus beaucoup plus structuré et intéressant pour capter cette connaissance tacite au jour le jour, au fil de discussions, d'échanges d'histoires sur des projets entre les chefs de projet de la NASA. Et donc là, voilà, notre ami qui maintenant est complètement convaincu, mais il ne sait toujours pas comment ça s'appelle, hein, parce que c'est quand même un méchant qui n'est pas très malin, et qui, même s'il n'est plus tellement méchant, il est quand même toujours pas très malin. Donc voilà, lui il est convaincu. Alors j'espère que vous aussi, ça vous aura donné envie de raconter et d'utiliser des histoires, non pas pour amuser la galerie, pour divertir, mais pour mouvoir des gens. Pas émouvoir, mais mouvoir des gens vers quelque chose, vers une action et une transformation
de leur savoir en action. Merci.